We were talking about these mammals, these giant mastodons that lived supposedly. Nous parlions de ces mammifères, ces mastodontes géants qui vivaient soi-disant il y a des millions d'années, et les voilà piégés dans la glace au nord, en Sibérie. Imaginez ce scénario. Lorsque la glace fond, elle absorbe une énorme quantité d'énergie pour fondre. C'est de la simple physique. Il est beaucoup plus facile de réchauffer l'eau que de la faire passer d'un état à un autre. Elle absorbe d'énormes quantités d'énergie. Nous constatons donc que la glace a reculé très rapidement. C'est ce que l'on observe dans les glaciers et, en fondant, la glace absorbe d'énormes quantités d'énergie. Et la glace qui fond, c'est de l'eau douce. Cette énorme fonte se serait donc précipitée le long de la côte dans les océans. Et comme il s'agit d'eau douce, où se serait-elle retrouvée ? Elle aurait flotté à la surface de l'océan, car l'eau de mer est plus dense que l'eau douce. À l'origine, tout ne se serait donc pas mélangé. Une grande partie de l'eau douce se trouverait à la surface. Et la nuit, il fait un froid glacial. Qu'arrive-t-il à cette eau ? Elle gèle. Pendant la phase de fonte, il y a eu un énorme gel et tout s'est figé. Les océans, qui étaient la source de la vie là-haut dans le nord et qui donnaient cette végétation luxuriante tout le long des côtes, ont soudainement gelé. Le monde est devenu un monde de glace dans le nord, car c'est là qu'il faisait le plus froid. Les animaux ont marché, ont été enterrés et se sont retrouvés dans la glace. La science nous apprend que ces créatures vivaient là il y a 60 à 40 millions d'années. Mais elles ont eu un problème. Ils ont estimé l'évolution de l'homme à environ 3,5 millions d'années. L'homme moderne ayant environ 1,5 million d'années. Et malheureusement, ils ont trouvé des pointes de lance dans les mastodontes. Oups! Gros problème. Que faites-vous? Soit vous ramenez l'homme à 65 millions d'années, il y a 40 millions d'années. Ou vous devriez faire quoi? Il faudrait avancer le mastodonte de 65 ou 40 millions d'années. À votre avis, pour laquelle de ces options ont-ils opté? Évidemment, en avançant le mastodonte. Pourquoi? Parce qu'il est évident que nous sommes le meilleur groupe de la planète, n'est-ce pas? Nous devons être les derniers, donc nous étions là en dernier. Donc tout le reste doit se décaler. Si la théorie ne colle plus, voyez-vous comment ils peuvent prendre 60 millions d'années et les jeter à la poubelle comme ça? Si la preuve en est faite, c'est qu'ils doivent le faire. Ils n'avaient pas le choix. Surtout quand ils ont trouvé des dessins de grottes en France où il y a un mastodonte. Il est donc évident que l'homme était là à l'époque du mastodonte. Toutes ces créatures ont donc été figées dans la glace. Il existe de nombreuses théories intéressantes sur la façon dont ces créatures ont été figées dans la glace. Il n'y a pas que les mastodontes d'ailleurs. Toutes sortes d'animaux ont été ensevelis dans la glace. Tout d'un coup, même des animaux adaptés à la chaleur ont été enterrés dans la glace. C'est très étrange. Selon certaines théories, une grosse boule de neige céleste serait descendue et les aurait ensevelis dans des conditions de congélation proches de l'azote liquide. Mais si nous restons sur Terre, nous pouvons avoir une théorie assez logique sur la façon dont ces créatures ont été ensevelies dans la glace. Il est certain que l'homme et ces créatures étaient contemporains. Une fois de plus, cette théorie a été balayée d'un revers de main. Jetons donc un coup d'œil à l'aube de l'homme. Une chose est sûre. Les fossiles de l'homme ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait s'y attendre. Pourquoi? Pensez-y. L'homme est une créature très grégaire et il a tendance à se rassembler en société, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous vivons dans des villes où se trouve la plus grande population. Dans les villes, c'est là que se trouve la majeure partie de l'humanité aujourd'hui. Dans les villes. Selon la Bible, Dieu a fait disparaître l'homme de la surface de la terre et a également détruit l'ensemble de la création.
S'il en est ainsi, la raison invoquée est qu'il les a détruits à cause du péché. Est-ce bien ce que dit la Bible? Il est donc évident que les hommes pécheurs étaient la cible principale. Le reste est là comme preuve parce que les animaux étaient partout, mais l'homme était relativement localisé, à l'exception de ceux qui, comme aujourd'hui, aimeraient vivre dans l'outback, mais ils seraient rares. Où trouve-t-on aujourd'hui les preuves les plus évidentes du déluge? Ce serait intéressant car il est évident que la plus grande preuve du déluge se trouverait là où le péché, entre guillemets, est le plus important. Est-ce que cela a un sens? Où trouvons-nous les plus grandes preuves du déluge aujourd'hui? Malheureusement, nous ne les trouvons pas sur la terre ferme. Nous les trouvons sous l'océan. Si vous allez dans l'océan Pacifique, par exemple, il y a sous cet océan des canyons 4 fois plus grands que le Grand Canyon. Or, les canyons ne se forment pas sous l'eau. Ils se forment parce que l'eau s'engouffre dans la zone lors d'une inondation. Qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'il s'agissait d'un endroit autrefois? En haut, c'était de la terre. Ce qui se trouve aujourd'hui en dessous était autrefois de la terre. Il existe de nombreuses preuves de l'activité qui s'y est déroulée, ce qui nous indique qu'une énorme inondation s'y est produite. Très bien, c'est logique. Est-il possible que les grandes villes et leurs myriades de fossiles humains soient enfouis dans des sédiments sous l'océan? C'est une possibilité. Bon, revenons aux légendes. Où, selon les légendes, se trouve aujourd'hui le monde d'avant le déluge? Avez-vous déjà entendu parler de la légende de l'Atlantide? Où dit-on qu'elle se trouve? Sous l'océan. Très bien. Si nous n'aimons pas cela, qu'enseigne l'occultisme? L'occultisme. C'est un sujet très intéressant. Le monde occulte et ses connaissances secrètes. Qu'est-ce que cela enseigne? Où étaient les anciens? Et où sont-ils aujourd'hui? Ils sont enterrés sous la mer. C'est ce qu'ils enseignent. C'est ce qu'enseigne l'occultisme. Si vous vous procurez les grands livres de la maçonnerie, par exemple, les grands articles qu'ils contiennent, ils vous diront qu'ils ont été enterrés sous la mer. C'est très intéressant. Ce que nous avons donc, c'est un éparpillement ici et là, la grande majorité n'étant pas là. Les animaux sont présents partout parce qu'ils sont partout, sauf peut-être, dans une large mesure, là où l'homme vit comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'éléphants, de lions et de rennes qui courent tous les jours dans les rues de New York, n'est-ce pas? Pourquoi en aurait-il été autrement à l'époque? Voici donc l'aube de l'homme, et on nous dit que l'homme vivait, ou que les ancêtres de l'homme vivaient dans les arbres, puis qu'ils sont descendus des arbres parce que le climat a changé ou autre chose. Nous avons commencé à marcher sur des prairies, et les créatures qui marchaient entre les herbes ont dû s'adapter à ce nouvel environnement. Elles ne pouvaient pas regarder par-dessus l'herbe parce qu'elles parlaient, alors elles se sont dressées sur leurs pattes arrière pour regarder par-dessus, et finalement elles ont commencé à marcher debout. Tout d'abord, ce n'est même pas scientifique, c'est de la foutaise. C'est ce qu'on appelle le lamarckisme. Cela signifie qu'un animal commence à faire ce qu'il fait parce qu'il veut atteindre un certain état. Nous parlerons du lamarckisme et du darwinisme dans un autre cours. Ce n'est pas scientifique, mais c'est apparemment ce qui s'est passé. L'homme moderne ressemble à ceci. Il y a eu une transition entre l'état de marche à 4 pattes et l'état de marche debout. Et le monde voudrait que l'on nous rappelle constamment d'où nous venons. Il n'y a pas si longtemps, le magazine Time a publié un article intitulé « How Man Began », comment l'homme a commencé. On y voit un homme ici. Remarquez les égratignures et le sang. Pourquoi? Parce que cela montre sa nature primitive, son passé vicieux, primitif et diabolique. C'est ce qu'il montre. Et voici qu'il a publié un article dans le magazine Time, un précédent. Comment l'homme a commencé, et il y a 2,5 millions d'années. Et au cas où nous aurions une nouvelle génération dans quelques années,
ils sortiront un nouvel article qui dira comment les hommes ont commencé. Et vous parcourez toute la charade à nouveau. Ainsi, chaque génération se souviendra que c'est là notre origine. Très primitif, très vicieux, très sauvage. Les scientifiques se fâchent généralement lorsque vous leur dites qu'ils ont évolué à partir des singes. Car la science n'enseigne pas cela. Vous devez comprendre la théorie telle qu'elle est. Nous ne sommes pas issus des singes. La science enseigne que les singes et l'homme sont les produits finaux d'un processus d'évolution. Ils sont tous là ensemble. L'ancêtre de l'un et de l'autre se trouve quelque part plus bas. Le véritable ancêtre est donc probablement celui qui se trouve ici, la musaraigne arboricole. Remarquez que les yeux sont situés sur les côtés de la tête. L'animal a donc évolué et les yeux ont été déplacés vers l'avant. Si vous avez les yeux à l'avant, vous pouvez trianguler, et cela vous donnerait un avantage sélectif pour juger de la distance et sauter de branche en branche. Bien entendu, la musaraigne arboricole ne rate jamais un saut. Personne ne sait vraiment quel est l'avantage sélectif, mais c'est la théorie qui explique l'augmentation de la taille du cerveau. Et bien sûr, les musaraignes étaient arboricoles. Elles vivaient dans les arbres. Avec le changement climatique, lorsque les arbres ont commencé à disparaître, ils ont commencé à descendre, et lorsqu'ils étaient là-haut dans les arbres, ils étaient parfaitement heureux avec leurs bananes, leurs feuilles et les choses qu'ils mangeaient, la végétation. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans les plaines, leur vie végétale d'origine n'était pas aussi facilement accessible. Un jour, ils ont donc pris une massue, ont assommé un animal et ont commencé à le manger. C'est la théorie, si vous voulez y croire. L'homme et les singes sont les produits finaux d'un processus d'évolution. Cela provient de manuels scolaires, ce qui vous montre qu'il n'y a pas de preuves en la matière. Les seules preuves dont nous disposons se situent à ce niveau et concernent toutes les créatures qui ont été enterrées avec eux dans le passé. Ainsi, tous les fossiles que nous avons, et il est très important que vous en preniez conscience, tous les fossiles qui existent sont apparus en même temps que l'homme. Êtes-vous d'accord avec moi? Nulle part, vous ne trouvez des couches de l'un, puis de l'autre, puis de l'autre et de l'autre. Cela repose sur des déductions, aussi raisonnables soient-elles, et non sur les preuves que constituent les fossiles. C'est comme si on vous donnait tous les os des chiens et qu'on vous demandait de les ranger. Nous trouvons donc tous ces os, y compris ceux de l'homme, dans les mêmes couches et nous disons « Ok, scientifiques, rangez-les comme ils ont évolué ». Mais ils étaient tous là en même temps. Les australopithèques, les hominidés fossiles et l'homme moderne ont donc tous existé en même temps. Nous avons donc ce que nous appelons une séquence morphologique, et non une séquence paléontologique. Ce n'est pas la façon dont les choses se sont passées dans les roches, c'est la façon dont nous pensons qu'elles se sont passées d'après tous les os que nous avons. Vous me suivez? C'est une différence très importante. Si vous regardez ces singes et cet homme, ils vivent tous en même temps, mais d'une certaine manière, ils espèrent que l'un a conservé des caractéristiques plus primitives que l'autre. Là encore, tout s'est passé en bas. Tout existe en même temps. Nos parents vivants, ce sont nos parents, mais nos ancêtres, nous ne savons pas comment ils étaient. Nous n'en avons aucune idée. Des ancêtres primates. Ensuite, nous avons le museau le plus court et le museau le plus large. Comme je l'ai dit, si vous avez un carlin, vous le mettez de ce côté. Si vous avez un museau plus long, vous le mettez de ce côté. Si vous regardiez celui-ci, que diriez-vous? Comparé à nous, primitif ou avancé? Primitif. Pourquoi? Nous avons des visages plats. Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir? Celui-là a un long museau. Il ne doit donc pas être très avancé. Et celui-ci se situe entre les deux. Et celui-là, c'est déjà un scientifique. Il y arrive, vous voyez? Cela doit donc être plus ou moins proche de nous. Eh bien, maintenant, nous y arrivons.
Il est donc apparenté à nous et probablement plus proche. La science vous dira que si nous comparons nos gènes à ceux d'un chimpanzé, nous avons 98% de gènes en commun avec le chimpanzé. Nous devons donc être très proches, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils vous disent. Absolument. 2% de différence. Ce sont des gènes structurels. Vous savez à quel point 2% de différence, c'est énorme. C'est une différence énorme parce que la façon dont nous nous sommes développés n'est pas nécessairement décrite par les gènes, mais par l'expression des gènes. La façon dont ils sont exprimés est déterminée par des gènes de contrôle et pas du tout par des gènes structurels. Vous pouvez donc obtenir des gènes très similaires, donnant des structures totalement différentes. D'ailleurs, nous avons à peu près autant de gènes en commun avec la souris. Et savez-vous que nous avons 76% de gènes en commun avec la banane? Avons-nous donc évolué à partir de la banane? L'avons-nous fait? Vous voyez, ne vous laissez pas impressionner par des chiffres comme 98%. Ils ne signifient absolument rien. Il s'agit en fait d'une tromperie scientifique. Il est tout à fait malhonnête de dire cela. Mais lorsqu'il s'agit de ces choses et que vous allez au musée, vous voyez les ancêtres simiesques, soi-disant assis autour du feu de camp, avec leurs bâtons qu'ils ont commencé à ramasser pour frapper cet animal à mort, afin d'avoir quelque chose à manger. C'est bien cela? C'est ce qu'on nous montre. Mais n'oubliez pas que tous ces animaux existaient en même temps que l'homme moderne. Il s'agit donc d'une question purement morphologique. On trouve des os et on dit... Ok, cet os, eh bien, il représente probablement une lignée plus primitive. Tout comme ils prennent les animaux modernes et disent que celui-ci est manifestement plus primitif que celui-là, en se basant uniquement sur l'apparence. Et dans le cas de l'homme du Nebraska, ils l'ont pris avec des bâtons, la chasse et la cheminée. Et vous savez, tout le jeu de tir, sur la base d'une dent qu'ils avaient trouvée, qui s'est avérée être une dent de porc. C'est donc l'inventivité scientifique à son meilleur niveau. Par le passé, de nombreux canulars ont tenté de combler le fossé, comme l'homme de Piltdown par exemple. Il a été révélé en 1953 qu'il s'agissait d'un faux composé d'une mandibule d'orang-outan et de parties d'un crâne humain moderne. Il y a donc eu des falsifications pour tenter de faire passer ce message. Il y a eu beaucoup de falsifications où les gens ont essayé d'imprimer ou de montrer des preuves qu'ils voulaient trouver. La théorie moderne dit que l'homme a évolué à partir de l'Afrique. C'est la théorie la plus répandue aujourd'hui. Et vous avez tous ces premiers hominidés comme l'Homo erectus. Combien d'Homo sapiens et même d'Homo antecessors ici sont issus de ce groupe, ici qui sont tous des singes. Il y a donc les pithecanthropes et les australopithèques. Ce sont tous des singes. Et ceux-ci sont tous humains. Et nous les trouvons ensemble. Selon la théorie Out of Africa, c'est ainsi qu'ils se sont répandus, probablement à partir de la corne de l'Afrique. L'Homo sapiens n'existe que depuis 100 000 ans. C'est du moins ce que l'on dit. Si l'on considère l'ensemble du tableau, nous avons ces deux groupes de fossiles ici. L'un se trouve dans la corne de l'Afrique et l'autre en Afrique du Sud. Ce sont les principaux sites de l'évolution humaine. Il existe une autre théorie, appelée hypothèse multirégionale, qui montre que l'homme s'est répandu à peu près partout en même temps. Ainsi, des populations régionales d'Homo erectus ont pu évoluer vers l'Homo sapiens, tout en se mêlant les unes aux autres. Voici tout en même temps. Il n'y a donc aucune preuve pour la théorie de l'Afrique. Celle-ci est bien plus répandue. Et voici la leur. N'est-ce pas intéressant que toutes les lignes se rejoignent ici? C'est à peu près là que l'arche aurait atterri, si elle avait existé. Mais regardons un peu plus loin. Ici, vous avez les fossiles dans le sud, et ils parlent de 200 000 ans, mais l'évolution réelle, 3,5 millions d'années, etc. Et puis, il y a l'homme de Néandertal là-bas, l'homme de Java et tous les autres ici. Voyons ce qu'ils ont trouvé.
Leakey a été le premier à s'engager sur la voie de la découverte, et il a placé la ligne un peu comme ceci. Il dit que l'Australopithèque était un singe, mais il s'est dit que ce singe avait peut-être des caractéristiques qui le rapprochaient de l'homme. Mais n'oubliez pas que l'homme était déjà là. Ne l'oubliez pas. L'homme était déjà là. Et il ajoute, ensuite, vous suivez la lignée et vous arrivez finalement à Néandertalensis et à Cro-Magnon là-bas. Et il dit que les Australopithèques marchaient debout, parce que nous trouvons des empreintes de pas dans la pierre. Saviez-vous que ces empreintes ont été étudiées en détail et qu'elles sont identiques à des empreintes humaines faites dans la boue par des personnes marchant pieds nus? En fait, si vous regardez un pied d'Australopithèque que j'ai ici, vous verrez que l'orteil est décalé. Saviez-vous qu'ils ont triché pour créer certaines de ces empreintes, pour les modifier afin de montrer que l'orteil est décalé alors qu'il ne l'était pas? Il n'y a donc aucune preuve que ces créatures marchaient debout, si ce n'est des empreintes de pas qui ressemblent à celles des humains et pas du tout à celles des singes. Si l'on trouve un fossile, soit il ressemble à tous ces singes à 100%, soit il s'agit d'une variété d'humains à 100%. Il n'y a rien entre les deux. Un crâne typique d'Australopithèque. Vous avez maintenant 3 variétés d'Australopithèque, Australopithecus afarensis, Australopithecus robustu, Australopithecus africanus. En résumé, il s'agit d'un singe d'Afrique, d'un singe lointain et d'un singe robuste. Le singe robuste a une crête sur le dessus de la tête, et les autres n'en ont pas. Cela le place dans une catégorie différente. Saviez-vous que le gorille mâle a une crête et que la femelle n'en a pas? S'agit-il de 2 espèces, le mâle et la femelle? De toute évidence, non. Ils n'étaient donc que des singes. Et si l'on regarde la façon dont le crâne est assemblé, a-t-on jamais trouvé quelque chose d'aussi complet pour pouvoir l'assembler? Non. C'est toujours un assemblage comme celui-ci. Il s'agit du célèbre crâne 1470, également reconstitué avec des morceaux manquants. Mais il n'y a pas de squelette complet. Vous ne pouvez donc pas dire s'il marchait debout ou non. Vous savez seulement qu'il s'agit d'un singe à 100% en ce qui concerne le crâne, et que le reste n'est que pure conjecture. Voici Johansson. C'est lui qui a trouvé la fameuse Lucie. Et il dit que c'est la candidate idéale. Lucie était minuscule. Et certains scientifiques affirment aujourd'hui dans la littérature que Lucie n'était rien d'autre qu'un chimpanzé pygmée. Parce qu'elle était 100% singe. Mais comment Lucie est-elle représentée dans les musées? Voici le musée d'histoire naturelle de Londres. Remarquez à nouveau les empreintes de pas. Lucie marche avec un enfant sur elle. Lucie est-elle plus proche de l'homme que les autres Australopithecines? Remarquez qu'il s'agit simplement d'un singe. La question reste la même. Que dit le musée aujourd'hui? Où résident les plus grands paléontologues du monde? Cette question est quoi? Toujours sans réponse. En partie parce que chaque type d'Australopithèque présente des caractéristiques uniques qui pourraient le relier à l'homme. Bien sûr, ils étaient contemporains des êtres humains. Les êtres humains étaient déjà là. Il ne s'agit donc pas d'une preuve d'évolution. Ce n'étaient que des singes. Marchaient-ils debout? Aucune preuve. Mais il les montre en train de ramasser des bâtons, de fabriquer des objets, et de faire tout cela à partir de quoi? Ce squelette? C'est ce qu'ils ont maintenant. La tête est 100% singe. Le rapport entre les bras et les jambes est à mi-chemin entre l'homme et le singe. En effet, les singes ont un rapport jambe-bras d'environ 1 heure à 1 heure. Cela signifie que la jambe est aussi longue que le bras. Or, chez l'homme, le rapport jambe-bras est de 1 pour 0,75. Le bras n'est donc que 3/4 plus long que la jambe. Il s'agit là d'un rapport moyen. Johansson l'a calculé et a déclaré que le rapport est ici de 1 à 0,87.
C'est en quelque sorte à mi-chemin entre le singe et l'homme. Hello, il y a des morceaux qui manquent là, des morceaux qui manquent là, et là aussi, un peu partout. Comment s'y retrouve-t-il? Comment l'avez-vous calculé? Mais il dit que ce n'est pas la seule preuve, alors oublions-la. D'ailleurs, Johansson a un gros problème, surtout avec moi. Avez-vous vu mon bras? Il est très très long. Je dois donc être un hominidé intermédiaire. Certaines personnes ont simplement de longs bras. Je n'y peux rien. Mais il est bon de garder les ennuis à distance. Il dit aussi que cette hanche nous indique qu'elle marchait debout. Malheureusement, ce n'est pas le cas de celle-ci, car elle marchait en fait comme un singe. Mais il dit que cette hanche doit être tordue et que si nous la tordons un peu, elle pourra marcher debout avec cette hanche, mais si nous la tordons, nous pourrons le faire. Il dit qu'il doit s'agir d'une hanche tordue. Mais bien sûr, il n'y a pas d'autre hanche avec laquelle la comparer. Vous voyez? Tout ce que nous avons, c'est une hanche qui le fait marcher comme un singe. Maintenant, pourquoi dit-il qu'elle est tordue? À cause du genou. Le genou ressemble plus à un genou humain. C'est la seule partie du fossile qui ressemble à un humain. Mais est-ce qu'on vous dit dans les manuels qu'on n'a jamais trouvé le genou avec Lucie, qu'ils l'ont trouvé dans des gisements totalement différents, qu'il n'appartient même pas à ce fossile? Ils l'ont juste ajouté pour des raisons de commodité. Rappelez-vous que l'homme et les singes étaient contemporains. Oui ou non? Quel est donc l'intérêt de trouver un genou humain? Parce que dans cette région, nous trouvons des humains et des australopithèques ensemble. Dans les gorges d'Olduvai, on trouve des traces d'activité humaine ainsi que ces créatures. Que s'est-il donc passé ici? Allons à Sterkfontein pour voir si nous pouvons trouver des solutions. Sterkfontein est un ensemble de grottes situées en Afrique du Sud. Ces grottes se trouvent dans le Witwatersrand et on y trouve des fossiles intéressants. Voici Robert Broom. Il a été l'un des premiers biologistes de l'université où j'ai fait mes études de premier cycle, l'université du Witwatersrand. Un homme très célèbre. On le voit ici avec N. Smuts. Ces deux hommes s'intéressaient beaucoup à l'origine de l'homme. Et Broom a trouvé le fameux fossile de Madame Place. Très bien. Voici ces grottes. Vous y descendez, vous avez ces magnifiques stalactites et stalagmites. Vous avez aussi ces ossements fossiles. C'était notre guide qualifié. Il est censé nous expliquer toutes ces choses, ce qui s'est passé ici dans le passé, et comment l'évolution s'est produite. J'ai pris cet homme à part, et je lui ai dit « Excusez-moi, je l'ai enregistré, mais c'est en africain, donc cela ne servira à rien si vous ne le comprenez pas. » Je lui ai demandé s'il croyait qu'il était issu de tout cela. Il m'a répondu que non, pas moi. C'est très bien. Et mon ami me montre quelques-uns de ces éclats d'os. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble ma femme, c'est elle. Je la vois une fois par an sur cette photo. Et ici, vous avez des éclats d'os. Vous pouvez imaginer qu'ils sont peut-être enterrés dans ces couches qui témoignent d'un passé très lointain. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un énorme toboggan qui descend. Et voyons ce qu'ils disent. Les grottes d'Afrique du Sud contiennent des ossements d'animaux collectés par différents agents. Certains os sont, que dit-on, rejetés par la surface. D'autres sont tombés dans des puits par des léopards qui se nourrissent de proies qu'ils ramènent sur des arbres en surplomb. Les hyènes apportent des os à leurs petits dans des tanières à l'intérieur de la grotte. Et les porcs épics accumulent des os sur lesquels ils rongent les hiboux, etc., etc. Tous ces fossiles ont donc été apportés. Tous ces fossiles ont donc été apportés. Ils ne sont pas disposés en couches, et la plupart d'entre eux ont été emportés par les eaux. Et voilà tous ces fossiles intéressants que l'on trouve dans ces grottes. Laissez-moi vous emmener au musée. Voici le célèbre crâne de l'enfant Tong, découvert en Afrique du Sud en 1924. Mais c'est un australopithèque. De temps en temps, ils trouvent un autre morceau d'australopithèque et le magazine Time se déchaîne. Le National Geographic devient fou. La belle affaire, ce n'est qu'un autre australopithèque. C'est un singe. Ils trouvent donc un petit bout d'orteil. Grande excitation.
Le voici, vieux de 22,6 millions d'années, Madame Play. La voilà. C'est presque une philosophe, non? Et ici, ils ont trouvé Littlefoot, en juillet 1997. Le voilà. Et Littlefoot, qu'est-ce que c'était? C'était un pied de 2 mètres, avec un orteil décalé. Ce n'était pas du tout humain. Il n'y a pas de quoi s'exciter. C'est un singe. Et voilà, le docteur Ron Clark et le petit pied de fémur. Mais ce n'était qu'un singe. Remarquez comment ils reconstruisent un fossile ici, alors qu'ils n'ont trouvé que ces morceaux. C'est tout. Le reste n'est qu'un assemblage. Et voici le Paranthropus, un homme singe au visage plat et au front très bas. Voici à quoi il ressemble, d'après ces fragments d'os. Ou des hanches. Beaucoup de singes ont trouvé cette pile fontaine, et ils ont tous ces hanches. Ils posent les hanches et vous montrent comment la hanche humaine a évolué. D'une hanche étroite à une hanche large. Ils les placent les unes à la suite des autres et vous disent « Regardez, voici une preuve de l'évolution ». Les femmes d'aujourd'hui qui portent des enfants mesurent-elles leurs hanches? Prennent-elles des photos ou mesurent-elles la largeur des hanches? Oui ou non? Bien sûr qu'ils la mesurent. Certaines femmes ont des hanches étroites, d'autres des hanches larges. Certaines ont des hanches si étroites qu'elles ne peuvent pas s'accoucher par voie naturelle et doivent subir une césarienne. Nous disposons aujourd'hui d'une grande variété de largeur de hanches. Mais si je prenais toutes les hanches des femmes et que je les alignais, j'obtiendrais des hanches étroites à larges. Cela n'a rien à voir avec l'évolution. C'est la variété. Ce n'est pas parce qu'elle provient de fossiles qu'elle est autre chose. Voici l'homme de Néandertal. Voici comment il représente l'homme de Néandertal. Et voici les roches. Voici un site funéraire néandertalien. Les restes d'un enfant néandertalien ont été retrouvés enterrés à Téchiktash, en Ouzbékistan. Le corps était placé dans une fosse peu profonde. Des paires de cornes de chèvre avaient été placées autour de lui. Le feu avait été allumé à côté de la tombe. J'ai parlé à des scientifiques des pays du bloc de l'Est qui m'ont dit qu'ils pensaient que la lignée néandertalienne existait encore aujourd'hui. Ce n'est pas grave. C'est ce que l'on trouve dans de nombreuses races humaines. Il s'agit d'une race humaine. Rien d'autre qu'humain. Il y a un crâne de Néandertal dans une tombe. Ils les ont enterrés avec des fleurs. C'étaient des humains, mais on nous dit qu'ils avaient l'air de crétins. Les voici, avec leurs caractéristiques étranges. Ce type de fossile particulier est celui d'un vieil homme souffrant de maladies osseuses et autres. Dans le passé, les gens vieillissaient peut-être plus qu'aujourd'hui. C'est peut-être le cas. Leur mode de vie était peut-être différent. Que se passe-t-il lorsque nous vieillissons? Conservons-nous les traits de notre jeunesse ou changeons-nous? L'os grandit et les arcades sourcilières s'agrandissent. Les personnes âgées, les crânes anciens sont totalement différents des crânes jeunes. Ces variations pourraient donc n'être que de simples variations d'âge et n'avoir rien à voir avec l'évolution. Et, à partir de quelques fragments, vous allez reconstruire quelque chose comme ceci, d'un vieil homme qui avait du rachitisme. Ici, on a mis un néandertalien en costume dans un musée allemand. Et là, vous avez un aborigène. C'est l'une des histoires les plus tristes de l'histoire de l'humanité. Saviez-vous que dans les années 1940, et je vais me mettre à jour, j'étais né à cette époque, je suis né à cette époque. Dans les années 1940, vous pouviez obtenir un permis du haut-commissaire britannique en Australie pour chasser les aborigènes. Le saviez-vous? Pour quelle raison? Pour quel motif? Parce qu'ils étaient des organismes inférieurs du point de vue de l'évolution. Le darwinisme les a condamnés à mort.
Aujourd'hui, ils ressemblent à cela lors de leurs rituels. Certains d'entre eux vivent encore de cette manière. D'autres ont cette apparence pendant leur rituel et, pendant la semaine, ils mettent leur costume et vont donner des cours dans les universités où ils sont professeurs. C'est une évolution très rapide, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous aurions honte de ce que nous avons fait. Si nous réalisions que les différences que nous avons sont des variétés, que se passerait-il aujourd'hui? Si quelqu'un voyait une dame marcher avec un chihuahua à sa chaîne et s'approchait du chihuahua en faisant la courbette, il s'agit d'un organisme évolutif ancien et inférieur. Que se passerait-il? Une levée de bouclier comme vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'il s'agit d'une petite créature de compagnie très évoluée, c'est ce qu'il dirait. Ou si vous faisiez la même chose pour le Saint-Bernard et que vous disiez que c'est un exclu de l'évolution parce qu'il est différent des autres, alors que chacun d'entre eux ne fait que refléter une variété au sein du patrimoine génétique. Cela n'a absolument rien à voir avec l'évolution. Il se peut donc que les races que nous avons fassent la même chose. Je donnerai une conférence entière sur ce sujet. À venir. N'attendez pas. Mais ne pensez pas que l'évolution n'a pas fait des ravages. Nous trouvons des fossiles humains très intéressants. Il s'agit de l'homme de Groubala et de l'homme de Talent. Ils ont été découverts dans des gisements de goudron. Certains de ces fossiles sont énormes. Certains mesurent 2,5 mètres de haut. Waouh! Les choses étaient très différentes dans le passé de ce qu'elles sont aujourd'hui. Certains de ces objets sont enterrés avec des babioles en or. Il est évident que certains d'entre eux ont même été sacrifiés à des divinités solaires ou autres. Et si nous examinons les fossiles d'Indiens d'Amérique, par exemple, provenant de tombes, même les magazines qui veulent propager l'évolution disent « Cela remet en question notre modèle traditionnel de société de chasseurs-cueilleurs, car ils portent des vêtements tissés de façon si complexe, ce qui témoigne d'une certaine forme de technologie. » Qu'en est-il du secret de l'homme des glaces? Eh bien, il a surgi et il était là. Et la science est devenue folle. De nouvelles preuves. Et puis soudain, plus rien. Pourquoi? Parce qu'il était incroyablement ordinaire et qu'il portait même des traces d'opération et qu'il a soudain disparu. Nous avons des fossiles de momies, par exemple, et pas la moindre preuve que quelque chose de vraiment dramatique ait changé. Pour ce qui est de l'évolution humaine, des différentes races, nous en parlerons dans une prochaine conférence. L'évolution prend vie. Scientifiques américains nous expliquent comment cela se passe. Supposons qu'ils trouvent un fragment d'os. Ils construisent ensuite ce fossile à partir d'un fragment d'os et appellent cela de la science médico-légale. Ils utilisent les techniques les plus modernes, puis ils mettent de la chair et de la peau sur le fossile. Ensuite, ils mettent les cheveux et l'apparence. Et vous pouvez voir qu'il a l'air d'un idiot, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est censé ressembler à ça. Il est censé être une créature ancienne qui a précédé l'homme moderne. La médecine légale est une science parfaite et exacte. Mais vous avez le crâne entier. Et vous reconstruisez en utilisant le crâne entier. Vous n'avez pas seulement une dent, puis vous reconstruisez le crâne sur la dent et vous dites « Ok, voilà à quoi ressemblait cette belle femme. » Oui ou non? Cela a-t-il un sens? Non. Ils avaient un morceau d'os et ils l'ont reconstruit pour qu'il ressemble à ça? Savait-il qu'il avait des cheveux longs grâce à un fragment d'os? Bien sûr que non. Mais c'est la notion primitive. C'est ce que nous sommes amenés à croire. Sur quelle base? Aucune. Absolument aucune. Et voici les images que l'on nous montre. Il s'agit donc d'Adam et Ève. Voici à quoi ils ressembleraient. Voilà qui est intéressant. Voici Ève telle que la science la décrit. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. J'ai demandé aux jeunes de m'aider. Vous savez, je suis un vieux schnock. Aidez-moi. Quelles sont les femmes les plus cool au monde aujourd'hui?
Ils m'ont répondu « Oh, Mariah Carey, Beyoncé et Avril Lavigne ». J'ai dit « D'accord, les voilà ». Je les ai mis à l'écran pour vous. Chacune d'entre elles représente des races différentes et, je dois l'admettre, des femmes plutôt jolies. Genèse 1h27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Une histoire fascinante. Une histoire fascinante. Ève ressemblait-elle à cela? Ou cela reflète-t-il un peu ce à quoi Ève aurait pu ressembler? Qu'en pensez-vous? C'est à vous de choisir. Soit nous avons une origine noble, soit nous sortons tout droit du puits de boue pour arriver à l'homme moderne. C'est le choix que nous avons. Soit nous sommes des filles du Très-Haut et des filles du Très-Haut, soit Ève ressemblait à cela. Je vais vous dire une chose. Si c'était Ève, je serais encore en train de courir. Et il n'y aurait pas de prospérité, il n'y aurait pas de descendance, parce que je ne m'approcherai jamais d'Ève, c'est sûr. Si cela est vrai, et que Dieu a créé l'homme à son image et à l'image qu'il lui a donnée, imaginez un monde parfait. Un monde couvert de la plus belle végétation, avec des animaux magnifiques. Voilà qui soulève bien des questions. Alors pourquoi n'est-ce plus le cas aujourd'hui? Pourquoi la mort, les carnivores et toutes ces créatures existent-ils? Il est difficile de répondre à cette question, mais je l'aborderai dans un cours entier, et nous nous pencherons sur ces questions. Et nous devons être en mesure, sur la base des faits, de décider. Y a-t-il des preuves qu'Ève ressemblait à cela? Ou bien n'y a-t-il aucune preuve qu'elle ressemblait à cela? C'est à vous de décider. Merci d'être venus ce soir. Ne manquez pas les prochains rendez-vous, ils vont être passionnants.